Alors, je me présente, mon nom est Diane Benoît, je suis directrice des opérations de la PFF depuis 2019 et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui dans votre belle région pour une première activité régionale de la PFF. Alors, vous êtes nombreux en présentiel, il y a des gens en ligne aussi. Alors, merci d'être là. Et on a un sujet vraiment passionnant, un sujet que j'ai jamais entendu en fiscalité, puis je vous dis, ça fait des années que je pratique en fiscalité. Alors, le panel sur la fiscalité des pêches. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, depuis 2019, je suis directrice des opérations à la PFF, comme je vous mentionnais. Auparavant, j'ai eu une longue carrière à l'agence, une longue et belle carrière à l'Agence du revenu du Canada. J'ai aussi été jusqu'à tout récemment chargée de cours à la maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Pour en revenir à notre conférence d'aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible de la tenir sans les membres du comité des activités régionales du Bas-Saint-Laurent. Et je vais vous les nommer et j'aimerais qu'ils se lèvent pour que vous les voyiez, parce qu'honnêtement, c'est grâce à eux que cette activité-là a été rendue possible. Puis on va en avoir une autre aussi. C'est sûr qu'on ne sait pas la première et la dernière. On va en avoir une autre là, au printemps prochain. On prévoit au niveau de la PFF d'en faire 2 au Bas-Saint-Laurent. Merci aussi à ceux et celles qui se sont déplacés parce que avec les gens que j'ai jasés ici aujourd'hui, il n'y a pas juste des gens de Rimouski. Alors, merci à ceux qui ont fait le chemin pour venir écouter cette conférence-là. Les membres du comité, alors, Mme Joanie Arsenault, donc Joanie va être votre animatrice. Je vais l'inviter tantôt à venir nous joindre. Joanie, elle est analyste principale en fiscalité chez MNP. Alexandre Goudreau. Alexandre, je t'ai vu, c'est ça, directeur fiscalité Raymond Chabot, Grant Thornton. Charles Khalil. Est-ce que Charles est là? Oui. Bon, Charles, je n'avais pas ton titre. C'est quoi déjà? Directeur en fiscalité chez MNP. Madame Marie-Hélène Lacroix, conseillère associée en gestion de patrimoine, valeur mobilière Desjardins. Et M. Mathieu Santerre, IG, gestion privée de patrimoine. Donc, merci au comité d'avoir rendu possible cette activité aujourd'hui. Alors, Joanie, je te le cède la place. Bonne conférence tout le monde. Donc, bonjour à vous tous. Là, au même titre que Diane, je vous souhaite la bienvenue dans notre première activité là, de la PFF ici au Bas-Saint-Laurent. Donc, un mot également pour remercier Manuvie, qui est notre fier commanditaire qui participe aux activités régionales de la PFF. Et je voulais également là, souligner là, la réserve là, qui nous accueille aujourd'hui là, entre ses portes. Donc, on a plus ou moins 30 participants en présidentiel. En présidentiel. Vous êtes vraiment important. Donc, en présentiel. Et pour rappel, l'activité, elle va être disponible à partir du 23 octobre, et ça pour une période de 1 an en ligne. Et actuellement, on compte environ une quinzaine de participants inscrits. Donc, sans plus tarder, il me fait vraiment plaisir là, de vous présenter les conférenciers du jour. Donc, on a M. Vincent Beaulieu. Vincent est directeur, là, comme le mentionnait plutôt la présentation, le directeur chez MNP en fiscalité. Donc, Vincent est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité de l'Université du Québec à Rimouski. Il est également membre de l'Ordre des CPA. Vincent a complété sa maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke en 2019. Ensuite, nous avons Maître Marie-Christine Côté, notaire associée spécialisée en droit des affaires chez Simard Côté-Monette à Gaspé, cabinet là, qui se spécialise là, et qui accompagne la clientèle en affaires là, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, Maître Côté a complété son bac en droit à l'Université de Sherbrooke et un diplôme de second cycle en droit notarial, ce qui lui a permis là, de s'inscrire à la Chambre des notaires en 2013. En terminant, elle est avec nous là, en ligne, Madame Sarah Michel Couillard de Pêche et Océan Canada. Donc, Madame Couillard est diplômée d'un bac en récréologie et d'une maîtrise en gestion du tourisme. Elle a travaillé là, au niveau communautaire pendant plus de 10 ans, notamment là, au Carrefour Jeunesse Emploi de la Côte de Gaspé.
Depuis 2018, elle a reçu intégrer là, le MPO là, à la délivrance des permis et travaille depuis plus de 2 ans là, comme gestionnaire régional. Donc, cela dit, pour les questions, Diane t'avait mentionné là, que ça sera après la conférence. Puis, si vous en avez, là, simplement me faire peut-être signe là, comme quoi je vais les mentionner. C'est ça, au micro, comme ça, on va s'assurer que les gens en ligne là, entendent bien vos questions là, pour que tout le monde soit au courant. Donc, je vous souhaite une très belle conférence. Profitez-en, puis à tout à l'heure. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci Diane, merci Joanie pour l'introduction. Aujourd'hui, on a un gros panel là, sur la fiscalité de la pêche. Je vais commencer là, avec tout le volet fiscal. Sans plus tarder, au niveau des sujets qui vont être abordés, les biens agricoles ou de pêche admissible, en fait, là, la définition par rapport à ça et l'impact là, que ça a versus la déduction pour gain en capital. Au niveau des avantages, enjeux relatifs au transfert d'un permis, on a définitivement là, certains avantages à transférer le permis dans une société, mais ça peut venir là, avec certaines complications, donc on va faire le tour de ça. Un bref survol là, des fiducies familiales de pêche, les avantages et quelques problématiques là, qui ont été observées en pratique. Et un bref survol là, au niveau des taxes à la consommation selon là, les différents biens qui sont transférés. Si je commence pour la déduction pour gain en capital, en fait, là, je pense que tout le monde ici là, est au courant de cette mesure-là qui permet là, d'exonérer maintenant 1 250 000 de gains sur la vente soit d'actions de petites entreprises ou de biens agricoles ou de pêche admissible. Donc, c'est surtout sur ce volet-là que va porter la présentation. Mais c'est sûr que c'est un avantage fiscal qui est considérable, là, considérant qu'on peut économiser environ là, presque 420 000 $ d'impôts pour une pleine DGC. Un aspect important là, que peu de praticiens qui n'ont pas travaillé en pêche connaissent, c'est au niveau là, du transfert avec un lien de dépendance. Donc, quand on transfère un permis, normalement, quand on transfère des actions d'une société à une autre société puis qu'on veut réclamer la déduction pour gain en capital, on a le fameux article 84.1 de la loi de l'impôt qui nous empêche là, de profiter de ça. Mais cet article-là est vraiment sur les actions d'une société privée. Donc, pour les biens agricoles ou de pêche, on a la possibilité là, d'aller réclamer l'exonération dans une transaction avec lien de dépendance. Donc, première des choses, quand on veut pouvoir réclamer là, la déduction pour gain en capital, le premier élément, c'est qu'il faut qu'on possède un bien agricole ou de pêche admissible. Donc, ça, c'est quoi? Puis, dans notre contexte, qu'est-ce qui va être ce sur quoi on va réclamer la déduction généralement? C'est au niveau du permis, parce que c'est lui là, qui va avoir la plus grande valeur. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme bien? C'est soit des biens donc réels, un vrai bien tangible, par exemple un bateau, un immeuble ou un bien de la catégorie 14.1 qui inclut, là, depuis les changements aux immobilisations admissibles, qui inclut les permis de pêche. Pour que ce bien-là soit considéré comme un bien de pêche admissible, il faut que ce soit un bien qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole et que ça soit utilisé par un utilisateur admissible. Donc ça, là, c'est tous des concepts sur lesquels je vais revenir là, dans les prochaines slides. On a aussi des actions du capital action d'une société de pêche ou le pendant là, avec les sociétés de personnes. Je ne m'éterniserai pas là, sur les critères parce que ça ressemble là, grosso modo aux actions de petites entreprises. Mais en gros, il faut que ces actions-là soient détenues depuis 2 ans puis qu'il y ait au moins 50% là, de la valeur qui soit attribuable à la société de pêche. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que la déduction pour gain en capital sur des biens de pêche va généralement être un peu plus facile à rencontrer comme critère que pour des actions de petites entreprises, pour encourager là, nos pêcheurs et nos agriculteurs à être en mesure de réclamer ça. Fait que la première des choses, c'est au niveau des utilisateurs admissibles. Donc, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il faut que le bien ait été utilisé par quelqu'un de cette liste-là pour être en mesure de se qualifier. Ce qui veut dire que si, par exemple, on détient un permis de pêche qu'on a reçu en héritage,
mais que le père ou le grand-père l'a exploité, ben ça va être un utilisateur admissible qui a utilisé le permis. Et c'est la même chose à l'inverse là, pour enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant. Les autorités fiscales ont cru bon de préciser que arrière-petit-enfant, là, on avait un petit peu trop étiré l'élastique. Fait qu'on y va vraiment là, avec ce qu'il y a ici. Donc, on se rappelle, il faut qu'on ait un bien qui a été utilisé par un utilisateur admissible dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche. Fait que cette fameuse utilisation-là dans le cadre d'une entreprise de pêche, on a 2 conditions à respecter pour se qualifier. La première est un peu plus simple, c'est au niveau de la détention. Donc, il faut que le bien ait appartenu à au moins un utilisateur admissible tout au long d'une période d'au moins 24 mois précédant le moment de la disposition. Donc, ce n'est pas nécessairement au moment de la disposition, on recule de 24 mois. C'est n'importe quelle période de 24 mois où est-ce qu'il y a un utilisateur admissible qui détenait le bien. J'insiste aussi sur la période continue, donc c'est important là, que la détention n'ait pas été interrompue par un utilisateur non admissible. Il y a 2 interprétations techniques là, où est-ce qu'ils sont venus préciser que, par exemple, un grand-père vend un permis de pêche à un tiers, le tiers, après ça, revend le permis au petit-enfant, puis lorsque le petit-enfant qui n'a pas exploité le permis veut le revendre, ben effectivement qu'il y a un utilisateur admissible, son grand-père, qui a exploité le permis dans le passé. Par contre, comme la période n'a pas été continue de détention au niveau de l'utilisateur admissible parce qu'il y a un tiers là, qui possédait le permis, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Même, puis l'autre interprétation, personnellement, m'a un petit peu plus surprise, où est-ce qu'on avait un père qui vendait à son fils, qui lui, à ce moment-là, revendait à son frère, donc à l'autre fils. Mais quand on regardait au niveau du deuxième fils, quand lui arrivait pour revendre, ben, quand on regardait les utilisateurs admissibles, ben, on a particulier, époux, enfant, petit-enfant, mais frère et sœur n'est pas là. Donc, le fait que le permis a été détenu par le frère avant, même si le père l'avait utilisé au départ, ça disqualifiait là, au niveau de la détention. Fait que c'est vraiment important, là, comme je disais, une période continue. La deuxième condition, on a 2 façons de la rencontrer. Donc, la première, c'est au niveau des revenus. Donc, principalement, là, ce que le gouvernement a voulu faire, c'est qu'à fin des années 80, il y avait plusieurs médecins ou personnes qui avaient des sommes d'argent disponibles, qui investissaient dans des projets agricoles principalement et qui, à ce moment-là, réussissaient à bénéficier de leur déduction pour gain en capital. Pour contrer ça, le gouvernement est venu rajouter un test supplémentaire en disant faut que les revenus, pendant au moins 2 ans de la détention d'un des utilisateurs admissibles, les revenus bruts de pêche, dans notre cas pour un permis, sont plus élevés que les revenus de toute autre source. Donc, de cette façon-là, on vient vraiment s'assurer que c'est quelqu'un qui a exploité le permis puis que c'était son entreprise là, principale qui peut réclamer la déduction. Puis, on veut là, que le bien ait été utilisé dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise par cet utilisateur-là de façon active, régulière et continue, ce qui, là, dans la loi de l'impôt, généralement, représente un 20 heures par semaine en moyenne, ou dans le cadre des entreprises saisonnières, là, qui peut être plus facile là, à rencontrer quand même. Donc, si on se qualifie avec la part des revenus, ben, les 2 conditions sont rencontrées. Sinon, on peut toujours se rabattre là, au niveau de l'utilisation des actifs. Donc, pendant 2 ans de détention par un des utilisateurs admissibles, le bien était utilisé par une société de personnes ou une société par action de pêche. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, qui s'apparente là, pas mal aux actions de petites entreprises. Donc, si par exemple le permis était détenu personnellement par le pêcheur, mais que sa société, elle, se qualifie de société par action de pêche, et que l'utilisateur admissible, encore une fois, participait aux activités de façon active, régulière et continue, ben là, à ce moment-là, on serait en mesure là, de rencontrer les conditions et de réclamer l'exonération pour gain en capital au moment de la vente. Comme je disais, donc à la fin des années 80, il y a des règles, les règles ont changé, donc c'est les règles que je viens de vous mentionner. Par contre,
par souci là, d'équité, de prévisibilité, il y a des règles qui sont restées pour les acquisitions avant juin 1987. C'est plus rare. Personnellement, ça m'est quand même déjà arrivé là, de rencontrer des pêcheurs qui détenaient leur permis depuis 35 ans et qui arrivaient pour le vendre. Donc, c'est pas impossible. Puis à ce moment-là, ben, plutôt qu'avoir les deux conditions précédentes là, que je mentionnais de revenus et parts actives ou d'utilisation des actifs, là, le test est beaucoup plus facile à rencontrer. Ce qu'on va regarder, c'est l'utilisateur admissible, dans la majorité des cas, notre pêcheur, est-ce qu'il a exploité le permis dans l'année de la vente, où est-ce qu'il vend le permis, ou pendant au moins 5 années passées. Puis ces 5 années passées-là, ils n'ont pas besoin d'être consécutives, ils n'ont pas besoin d'être par le vendeur nécessairement, ils peuvent être par un utilisateur admissible, donc parent, grand-parent. Donc ça permet quand même là, de réclamer la déduction pour gain capital pour beaucoup plus facile à rencontrer comme test. Un autre élément qui est bien intéressant, là, puis qu'on n'a pas d'autres pendant de ça dans la loi de l'impôt, c'est les avantages au niveau des transferts entre vifs de biens de pêche ou de biens agricoles là, qui se retrouvent à 73.3 dans la loi de l'impôt. En fait, là, c'est que, comme vous le savez probablement, quand on veut transférer un bien à un enfant, ben généralement, il faut qu'on fasse ce transfert-là à la juste valeur marchande, avec les impacts que ça peut donner de gains en capital et impôts immédiats. Donc, pour ces raisons-là, ça va souvent arriver qu'on va attendre le décès pour ne pas devancer les impôts sur le transfert. Par contre, entre-temps, c'est sûr que le bien en question va continuer à prendre de la valeur. Donc, il y a un allègement qui est permis là, dans la loi de l'impôt pour faciliter le transfert des entreprises de pêche ou agricoles. Au niveau des conditions, c'est quand même assez simple. Donc, il faut que ça soit un bien amortissable qui est transféré dans nos pêcheurs. C'est des bateaux ou des permis, donc c'est des biens amortissables sans problème. Il faut que l'enfant soit résident du Canada, puis que le bien ait été utilisé là, selon les mêmes conditions que je viens de vous mentionner, là, dans le cadre d'une entreprise de pêche, par un utilisateur admissible qui prenait une part active dans les activités. Donc, au niveau des conséquences, ce que ça nous permet de faire, de un, c'est qu'on peut rouler le permis à l'enfant, donc vraiment au coût que le permis avait pour le parent, sans réaliser de gain en capital. Donc, c'est une possibilité qu'on a. On peut aussi, sur ce transfert-là, déclencher un gain en capital. Donc, dire on vend le permis pour un montant différent qu'on choisit entre la juste valeur marchande et le coût du bien. Puis, ce gain-là, nécessairement, va être admissible là, à la déduction pour gain en capital. C'est vraiment le meilleur des deux mondes pour transférer un bien à un enfant. C'est sûr que par contre, on ne s'en sauve pas. Si on a pris de l'amortissement sur ces biens-là et qu'on les transfère, là, on a la récupération d'amortissement qui, elle, malheureusement, n'est pas admissible à la déduction pour gain en capital. Mais souvent, là, ça va être un peu plus mineur comme impact. Puis, dans le fond, si on répond à toutes ces conditions-là, l'article 69.1 là, au niveau des dons et des contreparties insuffisantes ne s'applique pas. Donc, comme je mentionnais, il y a quand même plusieurs avantages là, à transférer un permis de pêche dans une société. Quand on fait là, un classique roulement dans une société, on a l'avantage de pouvoir choisir la somme convenue, le prix de vente auquel on transfère le permis. Donc, généralement, le classique qu'on va voir, c'est un pêcheur qui a acheté son permis pour quelques milliers de dollars là, de nombreuses années, personnellement. Et là, dans les dernières années, les permis de pêche ont pris beaucoup de valeur. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir choisir un montant entre le coût du permis et la juste valeur marchande et transférer le permis à la compagnie. Quand on fait ça, nécessairement, on réalise un gain en capital, le même principe que je mentionnais pour le transfert aux enfants, et ce gain en capital-là va être admissible à la déduction pour gain en capital.
L'avantage de cette stratégie-là, c'est que quand on va faire le transfert, donc on va dire, par exemple, on a un permis qui vaut 10 000 qui a été payé 10 000 qui vaut 2 millions, ben on va le transférer pour une somme convenue de 1 250 000, puis on va retirer un billet de la compagnie de 1 250 000. Le reste va être des actions privilégiées ou si on veut même là, être un peu plus prévoyant et qu'on est en train de constituer la société, on va l'émettre contre des actions participantes. Donc, au niveau de la valeur, là, on n'aura pas besoin de faire d'ajustement dans le futur si jamais il y a une réévaluation par les autorités fiscales. Le gros avantage, donc évidemment que plusieurs clients ont déjà pensé à transférer des actions de leur société dans une autre compagnie et réclamer leur exonération. Donc, l'article 84.1 nous empêche de faire ça. Mais du côté là, des biens agricoles ou de pêche, ça, on est en mesure de le faire. Donc, c'est vraiment là, une belle stratégie intéressante à proposer aux pêcheurs qui ont encore leur permis personnel. Ça vient avec, par contre, là, quelques petits inconvénients. Donc, si le pêcheur personnellement avait amorti le permis, ben nécessairement, il va avoir une récupération d'amortissement dans l'année du transfert. Au niveau de l'impôt minimum de remplacement, donc qui vient là, de changer cette année, il y a des conséquences aussi. On réclame une déduction d'1 250 000. On a un revenu imposable d'1,3 million, on a un revenu net de 50 000, ben, c'est sûr qu'on a de l'impôt minimum de remplacement. Les petits calculs là, que j'ai fait avec un 50 000 de revenus d'emploi autre, on a à peu près le 90 000 d'impôt minimum de remplacement à payer. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même avoir ces liquidités-là pour le payer, mais généralement, après ça, avec les revenus de pêche que les pêcheurs ont personnellement, c'est pas un enjeu là, pour le récupérer dans les 7 ans qu'on a pour le récupérer. Pour ceux qui ne sauraient pas, nos pêcheurs, même s'ils sont incorporés, ont droit à l'assurance emploi. Donc, il y a une partie de leurs revenus là, qui leur sont attribués personnellement, puis ils reçoivent là, pendant l'hiver des prestations d'assurance emploi. Si on a un revenu de plus que 79 000 en 2024, on a un 30% de notre assurance emploi là, progressivement qu'on a à rembourser. Donc, c'est sûr que dans une année où est-ce qu'on a un revenu de 1,3 million, ben, malheureusement, là, on a un 30% à rembourser au niveau de l'assurance emploi. Faut juste convaincre le pêcheur que c'est pas si cher payé pour être capable d'avoir son exonération. Puis, vous serez surpris de savoir que c'est quand même cher payé pour eux autres, ce 30%-là. Au niveau, donc ça, c'est vraiment les enjeux immédiats. Par contre, ça vient aussi avec quelques autres problématiques. Donc, au niveau, si le permis est détenu par une société, ben, nos stratégies d'épuration traditionnelles, où est-ce qu'on va verser un dividende en actions qu'on va transférer à une autre société, puis on va racheter ces actions-là, ben, malheureusement, selon les règles du MPO, on a un enjeu. Parce que pour qu'une société puisse détenir un permis, il faut qu'il y ait seulement le pêcheur ou certaines conditions là, qui permettent d'avoir des actions dans la compagnie, mais qu'une autre société, même si c'est juste le pêcheur qui est actionnaire de cette autre société de gestion-là, détienne des actions pendant même un instant, c'est problématique au niveau du MPO. Ils veulent pas qu'on fasse ça. Donc, une fois qu'on aura épuré notre premier 1 250 000 qu'on pourra verser à l'actionnaire, là, après ça, s'il commence à s'accumuler des liquidités dans la société, là, on peut avoir là, des enjeux au niveau de l'épuration. Et évidemment, ben, si on transfère le permis dans la société, on prend le solde d'exonération qui est disponible au moment où est-ce qu'on fait le transfert. Donc, si le permis continue à prendre de la valeur puis qu'on revend ce permis-là, mais que c'est la société elle-même qui vend le permis, ben, on ne va pas chercher cette exonération de plus-là, à moins qu'on vende les actions de la société là, qui détient le permis. Mais c'est sûr que ça va jouer là, sur le prix de vente, un classique vente d'actions ou vente d'actifs. Donc, comme je mentionnais, au niveau enjeu lors de l'épuration future, le MPO ne veut pas qu'on détienne des actions dans une société en propriété exclusive qui détient un permis. Fait que ça, c'est un des problèmes.
Une des possibilités qu'on a, puis on est encore là en attente du côté des autorités fiscales de savoir comment ils l'interprètent, c'est au niveau des droits et privilèges. Donc, le MPO fait la distinction entre un détenteur de permis qui légalement détient le permis et les droits et privilèges qui sont associés à ce permis de pêche-là. Donc, le MPO permet que les droits et privilèges du permis soient transférés dans la société, même si le permis est détenu personnellement. Donc, et après ça, quand cette société-là détient les droits et privilèges, ben, on n'a pas cet enjeu-là au niveau de l'épuration que je mentionnais tout à l'heure. Par contre, puis la question là, demeure encore entière, c'est est-ce que les droits et privilèges, c'est un bien de pêche admissible en soi? Est-ce qu'on peut attribuer une valeur seulement aux droits et privilèges, ou bien si la valeur en tant que telle est dans le permis, et comme le permis n'est pas transféré à la société, ben, on n'a pas de transfert de valeur, on peut techniquement pas réclamer notre déduction pour gain en capital. Les enjeux là, sont quand même assez énormes de ce côté-là. Fait qu'on attend là, qu'une interprétation technique du gouvernement sorte de ce côté-là pour nous confirmer là, leur point de vue par rapport aux droits aux privilèges. Fiducie familiale de pêche côtière. Donc, quand le MPO a revu ses règlements en 2018, ils ont créé la possibilité d'avoir une fiducie familiale de pêche. Un bref survol là, pour ceux qui seraient moins familiers avec le concept des fiducies. Les avantages principaux là, en fiscalité, de un, c'est de pouvoir multiplier la déduction pour gain en capital avec les membres de la famille. Donc, dans un contexte où on a un bien qui vaut quand même plusieurs millions de dollars, ça peut être intéressant là, d'attribuer du gain à la conjointe, au conjoint ou aux enfants. C'est sûr qu'on a un motif aussi de planification successorale. On regarde la valeur au moment où est-ce que le bien a été transféré, puis après ça, toute la prise de valeur future est dans la fiducie. Puis au moment du décès, ben, l'imposition n'est pas dans les mains du particulier, elle est dans les mains de la fiducie au 21e anniversaire de la fiducie. Et aussi au niveau de l'épuration, donc si une société verse un dividende à une fiducie, elle peut le réattribuer à une autre société. Donc, on a un peu là, le meilleur des deux mondes, détention personnelle versus dans une société. L'enjeu principal là, qu'on voit, c'est qu'au niveau de la définition de fiducie familiale de pêche, on se rappelle que le MPO, c'est une organisation canadienne, donc fédérale, qui applique la common law dans le reste des provinces et territoires du Canada et le droit civil au Québec. Donc, on mentionne que le seul fiduciaire doit être un titulaire de permis. L'objectif derrière ça, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas que le pêcheur ne perde pas le contrôle de son permis, puis c'est pas une mauvaise règle en soi. Chaque bénéficiaire doit aussi être un membre de la famille du titulaire du permis, puis si c'est une société, il faut que ce soit un membre de la famille là, qui est actionnaire unique de cette société-là. L'enjeu qu'on a, c'est au niveau du Québec, donc le Code civil du Québec nous exige que si on a un fiduciaire, par exemple notre détenteur de permis, qui est aussi bénéficiaire de la fiducie, ce qui généralement on va vouloir là, dans notre planification, ben, il ne peut pas être seul fiduciaire. On contrevient là, au Code civil si on n'a qu'un seul fiduciaire qui est aussi bénéficiaire. Donc là, on se retrouve un petit peu pris entre deux lois. Est-ce qu'on a un fiduciaire qui est bénéficiaire puis on ne répond pas aux exigences du MPO? Ou bien sinon, on répond aux critères du MPO d'avoir un seul fiduciaire, mais ce fiduciaire-là ne peut pas être bénéficiaire de la fiducie. Donc, dans le cas où on va vouloir, là, par exemple, lui attribuer du gain dans le futur, ben, on ne pourra pas le faire, on pourra seulement le faire à ses enfants ou sa conjointe. Finalement, donc au niveau des implications en taxes à la consommation, en fait, là, c'est vraiment, il y a plusieurs exceptions qui font en sorte que par exemple, les permis de pêche, c'est pas considéré comme une fourniture, donc il n'y a pas d'enjeu de taxe de ce côté-là. Au niveau des bateaux, on est en mesure de les détaxer là, si on répond à certains critères. On fournit le numéro d'inscription de l'acheteur et du vendeur. L'actionnaire qui achète le bateau
déclare qu'il veut l'utiliser pour de la pêche commerciale et un numéro de permis de pêche, à ce moment-là, on est correct, puis la vente est détaxée. Il y a aussi là, une liste d'équipements de pêche, filets et engins connexes, qui est détaxée, qu'on n'a pas besoin là, de répondre à aucune condition pour arriver à ne pas avoir de taxes à débourser. Par contre, ce qu'on est arrivé comme conclusion avec le temps, c'est qu'au niveau des casiers qui sont utilisés là, surtout avec les pêcheurs de homards, ces casiers-là ne se qualifient dans aucune là, des listes de filets et engins connexes. Donc, malheureusement, c'est une fourniture taxable qu'on doit, là, qui amène quand même certains enjeux là, au niveau de la conformité d'inscrire le pêcheur en taxes pour récolter les taxes pour les remettre et tout ça. Donc, quand même un petit peu là, de casse-tête à ce niveau-là. On peut, par contre, dans la mesure où on répond là, aux conditions de transfert d'entreprise. Donc, si en même temps que le transfert des casiers, on fait le transfert du permis du bateau et dans le fond de plus de 90% de ce qui est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'exploitation, à ce moment-là, on pourrait là, de cette façon-là faire en sorte que la fourniture des casiers ne soit pas taxable. Je voulais finir aussi avec deux petits éléments un peu pratico-pratiques que je voulais mentionner là, pour ceux qui opèrent dans le domaine. Première des choses, c'est bien beau quand on rencontre les pêcheurs, on est bien... on détermine la valeur, on détermine qu'est-ce qu'on va faire. C'est vraiment un gros défi, un gros enjeu d'être en mesure de retracer les coûts et tout l'historique passé derrière ça, d'aller retrouver les anciennes déclarations d'impôts, tout ça, c'est pas tout le monde qui garde ça proche. Fait que ça, c'est un enjeu là, qu'il faut garder en tête quand on se dit, bon, ben, ça va être facile, on va transférer, on transfère le permis, on le roule, on transfère des actions, merci, bonsoir. Il y a quand même plus de travail là, derrière ça qui est à prendre en compte. Puis le dernier élément, au niveau, là, si jamais vous entendez des pêcheurs, je pense que c'est quand même monnaie courante dans le domaine de faire des échanges de permis. Cette zone-là, elle me convient mieux, cette zone-là est plus proche de la mienne ou des trucs comme ça. Il ne faut pas oublier que les règles sur les biens de remplacement ne s'appliquent pas sur des transferts comme ça. Fait que ça peut être quand même assez catastrophique. Là, on a un pêcheur qui transfère son permis qui vaut 1 million contre un autre permis qui vaut 1 million. Les deux sont bien contents, mais au niveau de l'impôt, c'est pas comme ça qu'on le voit malheureusement. Fait que ça fait le tour pour moi au niveau des aspects fiscaux. Bon midi. Donc, portrait juridique, enjeux légaux liés aux activités de pêche. Sujet abordé ce midi avec vous, les particularités liées à la détention des permis et des navires, les transferts d'actifs, le financement et la mise en place des garanties et la protection de votre patrimoine. Là, j'ai dit votre patrimoine, vous comprendrez que je m'attendais de m'adresser à des pêcheurs. Vous pouvez tous changer de profession à la sortie de la conférence puis devenir pêcheur. Sinon, toute information est pertinente pour chacun de vous parce que tout le monde travaille avec les pêcheurs selon votre domaine d'activité respectif. Donc, la détention des permis, je vais traiter exclusivement des permis assujettis au groupe noyau indépendant, donc la majorité des permis dans lesquels on est appelé à transiger au quotidien. La détention, Vincent vous en parlait tantôt, le pêcheur peut détenir son permis à titre personnel. Seule exigence, être un pêcheur dûment qualifié. Et le pêcheur peut détenir le permis via une société par action en propriété exclusive. Quelles sont les exigences d'une société par action en propriété exclusive? L'administrateur unique de la société et l'actionnaire votant et non votant doit être le pêcheur. Donc, il ne peut pas y avoir là, d'actionnaires non votants, des membres de la famille ou quoi que ce soit là, qui sont impliqués à titre d'actionnaire dans ce type de société-là, compte tenu des règles du MPO. Il y a des exceptions qui ont été mises en vigueur en avril 2021 pour permettre, Vincent l'abordait tantôt, pour permettre le transfert des droits et privilèges liés à un permis.
Les droits et privilèges liés à un permis, on va vulgariser ça, là, les revenus liés au permis. Donc, transférer les revenus que le permis permet de générer à une entité autre. Le détenteur demeure personnel, le détenteur demeure la société par action à propriété exclusive, mais on peut transférer les revenus à une société de pêche côtière, une société familiale de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. Donc ici, c'est les 3 exceptions qui sont autorisées. Vincent en parlait tantôt, c'est fédéral, la réglementation, donc la common law qui s'applique dans d'autres provinces du Québec. Au Québec, les fiducies sont régies par le Code civil du Québec. C'est possible d'avoir une fiducie constituée avec un seul fiduciaire, mais dans ces cas-là, c'est impossible que le fiduciaire soit bénéficiaire. Donc, la raison pour laquelle, dans ma diapositive, j'ai mis ça en rouge, c'est que ça va être des cas très particuliers où, fiscalement parlant, on en arrive à l'analyse où le titulaire du permis, le pêcheur, n'a pas à être bénéficiaire de la fiducie, où on pourrait impliquer une fiducie familiale de pêche côtière. Important, le MPO veut s'assurer que le pêcheur qui qualifie le permis, ce soit lui qui contrôle tout de même les actions votantes et le conseil d'administration de la société de pêche côtière ou la société familiale de pêche côtière. Donc, le conseil d'administration est contrôlé par le pêcheur. Il n'y a personne d'autre d'impliqué sur le conseil d'administration. Les actionnaires votants, c'est le pêcheur. Mais on peut impliquer des actionnaires non votants. Les actionnaires non votants, ça va être des membres de la famille, le titulaire, donc le pêcheur, une société de pêche côtière, une société familiale de pêche côtière ou en fait une fiducie. Qu'est-ce qu'on entend par membre de la famille? C'est la définition de la loi sur le revenu. Donc, membre de la famille, c'est tout de même très large. On a le TP, là, c'est le titulaire du permis. Il y a son poisson dans la diapositive. Donc, le titulaire du permis, oui, c'est bon, hein? Mais ça ne vient pas de moi, la slide, mais c'est pas grave. Donc, le titulaire du permis peut détenir des actions non votantes pour différentes raisons. Ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, les conjoints des frères et sœurs, les conjoints de ses enfants. Mais également son conjoint, marié ou non, les parents de son conjoint, les enfants de son conjoint, les conjoints de ses enfants, ses frères et sœurs et les conjoints de ses frères et sœurs. Donc, vous comprendrez qu'on peut impliquer bien du monde là, dans la société qui profite des revenus du permis détenu par un individu personnellement ou via sa société à propriété exclusive. Pourquoi on va faire ce type de transaction-là puis qu'on va impliquer des membres de la famille dans une société à titre d'actionnaire non votant pour faire profiter, percevoir des dividendes sous certaines conditions, bien entendu. Mais pourquoi on va faire ça au quotidien? Bien, c'est pas le juriste dans son bureau qui va prendre la décision parce qu'il va avoir au préalable une analyse qui va avoir été faite par un fiscaliste. En d'autres mots, ça va venir de Vincent. Mais c'est possible maintenant. Vous avez compris, c'est Pêche et Océan Canada qui a les droits de gestion sur les permis de pêche au Canada. Pêche et Océan Canada, Sarah Michel va aborder le processus pour l'obtention, la délivrance d'un permis après moi. Ils interviennent à chaque transfert, à chaque réassignation, à chaque émission de permis. C'est eux qui ont le contrôle de la détention des permis, un peu comme le bureau des véhicules pour les permis automobiles. La particularité, c'est que le transfert des revenus, donc le transfert des droits et privilèges à une société de pêche côtière, à une société familiale de pêche côtière ou en fait à une fiducie familiale de pêche côtière, ce transfert-là n'a pas à se faire avec l'intervention du MPO. Toutefois, il est fort conseillé
d'envoyer vos clients, quand vous voyez des types de transactions comme ça qui s'en viennent, de conseiller à vos clients d'interpeller le MPO parce qu'ils sont en mesure, ils ont des experts, des politiques à l'interne, sont en mesure d'analyser la structure à effectuer, puis s'assurer de sa conformité. S'assurer de sa conformité dans l'immédiat, mais également de s'assurer de sa conformité dans le temps. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que pour aller pêcher, pour aller en mer, ça prend un navire. Donc, la détention des permis doit être liée, même dans le registre au MPO, à un navire qui est attitré sur ce dit permis-là. Le MPO exige d'ailleurs que les bateaux soient immatriculés. Donc là, on a un intervenant, le MPO, pour les permis. Et on a un autre intervenant, Transport Canada. Transport Canada va avoir la gestion du registre des petits bâtiments et du registre canadien d'immatriculation des bâtiments, communément appelé le registre des grands bâtiments. Il s'agit de la jauge brute d'un navire qui va être l'élément clé pour déterminer si on est dans le registre des petits ou des grands bâtiments. Il n'y a pas de restriction concernant le détenteur du navire, outre le fait d'être lié au permis via le MPO. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des parts d'un navire? 64 parts d'un navire? Je vous interpelle, là. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui a la réponse. Non, OK. 64 parts d'un navire, c'est 100% d'un navire. Il y a toutes sortes d'histoires liées aux 64 parts. Paraîtrait que la reine, jadis, taxait 36% des navires, donc le propriétaire en détenait techniquement 64. Il y a d'autres explications, probablement de juristes plus âgés que moi, qui pourraient vous être fournies. Mais la définition des 64 parts est venue de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Donc, un peu comme une maison, qu'on peut détenir 10% de la maison, on peut détenir 50%, 100%. Le navire peut être détenu par plusieurs individus. Donc, c'est des parts qui gèrent la détention d'un navire. Mais habituellement, le navire est détenu à propriété unique, les 64 parts. Maintenant, le transfert des navires et des permis. Donc, on a deux types de transferts. Transfert d'entreprise de pêche via une réorganisation corporative, donc pensée, élaborée par le comptable fiscaliste. Bien important, quand on travaille dans ce type de transaction-là, vous êtes tous appelés à miroiter à travailler avec les pêcheurs, que ce soit pour leur placement, leurs assurances, leurs besoins financiers, leurs prêts. C'est important de leur mettre, désaviser en fait là, le plus souvent possible que chaque réorganisation corporative doit être approuvée par le MPO au préalable, doit être approuvée par le créancier également. Donc, si le banquier a financé le permis, le navire détenu par le pêcheur personnellement, le créancier va devoir être au fait et autoriser cette transaction-là qu'on s'apprête à faire, à transférer sa détention à une société à propriété exclusive. Il y aura des transferts à faire au MPO et des opinions juridiques à rendre aux créanciers et au MPO, des transferts également à faire à Transport Canada. Puis l'élaboration de la documentation juridique pour que le fiscal parle au légal, ou le légal parle au fiscal, en fait. Puis, c'est important, si vous arrivez avec un client qui a l'intention de transférer ses actifs via une réorganisation corporative, vous m'avisez aujourd'hui, 16 octobre, que son intention, c'est de transférer le 1er octobre 2024. Oui, je vois des yeux, là, ça ne fait pas de sens. En effet, ça ne fait pas de sens, d'autant plus que la personne qui va dire que c'est possible puis qui va émettre le permis à un nouveau détenteur, c'est le MPO. Il y a des délais. Sarah Michel va vous en parler tantôt des délais. Donc, soyez prévoyants
Arrivez pas à la dernière minute. Il y a des transactions qu'on veut faire rétroactives. Ce ne sera pas possible parce qu'il y a des transferts à faire dans des registres autres sous lesquels on n'a pas de contrôle, en fait. Transport Canada et MPO. Et on a également des transferts d'entreprises de pêche qui se font à des tiers. Un peu comme dans le cadre des réorganisations corporatives, on aura des autorisations à obtenir auprès du MPO. Donc, au préalable, on tente d'obtenir l'autorisation du MPO à savoir si notre acheteur va être un acheteur dûment qualifié. Il va falloir aller faire une recherche des créanciers du vendeur. Donc, les créanciers du vendeur sont publics via le RDPRM, donc le Registre des droits personnels et réels mobiliers, et via Transport Canada pour les hypothèques maritimes. Et dans nos contrats, on va s'assurer que le vendeur vienne faire des déclarations sur ses activités de pêche. Donc, est-ce que son permis est sujet à des poursuites, des contestations, des défauts? Est-ce qu'il a respecté la réglementation au niveau des pêches? On va obtenir le certificat d'inspection également du navire de Transport Canada. Puis, on va s'assurer dans nos contrats de faire les déclarations appropriées pour la TPS et la TVQ. Ça arrive encore aujourd'hui, mais moins, que des pêcheurs transfèrent leur permis et leur bateau sur le quai. Puis que les transactions se payent sur le quai ou en tout cas avec de l'argent qui dormait à quelque part. C'est ça. Fait que si ça vous arrive d'entendre parler de des transactions comme ça ou de voir un pêcheur qui arrive avec bien de l'argent là, parce qu'il y a de l'argent à placer, essayez de questionner comment sa transaction s'est faite parce qu'on peut rattraper le coup. Mais il y a quand même des vérifications à faire. On a des surprises dans nos bureaux. On a des vieilles hypothèques non remboursées, peut-être non radiées sur la tête d'anciens propriétaires des 10 permis ou des 10 bateaux. Donc, un peu comme un auto, là. C'est possible de vendre son auto à un particulier chez nous. Est-ce que l'auto était payée en totalité? On ne le sait pas. Allez donc voir au RDPRM pour vous assurer qu'il n'y a pas de dette sur l'auto que vous achetez. Maintenant, Vincent parlait tantôt, le prix des transactions au niveau des pêches a augmenté de façon exponentielle. Il y a 10 ans, on trouvait ça gros là, de transférer des permis à 800 000. Aujourd'hui, on trouve ça normal de transférer des permis à 7 millions. Donc, on n'est plus dans le même range de patrimoine. Les acheteurs, bien entendu, sont rares ceux qui ont un bas de laine de 7 millions à la maison. Donc, les partenaires financiers qui vont être impliqués dans les dossiers de pêche, on retrouve les institutions financières traditionnelles, la Banque de développement du Canada, Exportation et développement Canada. Il y a également des programmes de financement de la pêche commerciale et des programmes d'allègement temporaire du remboursement des prêts aux entreprises de la pêche. On a aussi dans certains dossiers les SADC, MRC qui sont impliqués pour venir aider l'acheteur là, dans son montage financier, dans sa mise de fonds. Il y a des prêts qui vont être octroyés sans garantie et il y a des prêts qui vont être garantis, qui vont devoir être garantis. Puis c'est là où on entre en jeu. Donc, lecture des lettres d'offre de financement. Dans les garanties, les permis, ça se donne en garantie et les hypothèques se publient au RDPRM. Les navires se donnent en garantie s'ils sont dans le registre des grands bâtiments via des hypothèques maritimes publiées à Transport Canada. Puis, il y a également la question des cautionnements personnels là, qui vont être octroyés par le pêcheur, même si c'est une société qui fait l'acquisition. On a aussi de plus rarement à gérer des projets de construction de navires. Donc, les projets de construction de navires se financent également. Et il y a une hypothèque à Transport Canada qui est enregistrée avec le constructeur. Ensuite, vient l'immatriculation, une fois que le navire est construit, et la prise de garantie traditionnelle, hypothèque maritime, avec le propriétaire du navire.
Dans une vente d'entreprise de pêche, tous et chacun qui est ici, je suppose que vous êtes interpellés par le domaine, par les pêcheurs, parce que dans votre quotidien, vous placez leur argent, vous faites des financements, vous les accompagnez au niveau comptable, fiscal, et j'oublie probablement des secteurs d'activité, mais chacun de vous ayez à transiger avec le pêcheur. Puis s'il y a quelque chose qu'on se rend compte dans nos bureaux, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui arrivent en retard. Donc, le plus d'informations que vous pouvez donner à vos clients, peu importe c'est à quel sujet, tentez d'être des facilitateurs dans les transactions au lieu de voir en silo puis de penser uniquement à votre corps de métier. Sans devenir notaire et avocat ou sans devenir vendeur d'assurance ou quoi que ce soit, je vous invite à l'éducation au niveau des pêcheurs. Donc, dans un dossier de vente d'entreprise également, trop souvent, les dossiers sont basés sur des lettres d'intention. Attention, une lettre d'intention n'est pas un engagement à acheter ni un engagement à vendre. On ne peut pas baser une transaction sur une lettre d'intention. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la transaction, qui se limite à un engagement, lettre d'intention, la transaction peut partir dans tous les sens puis avorter. Donc, si vous voyez des lettres d'intention dans les dossiers, conseillez vos clients à établir des promesses d'achat dans lesquelles le vendeur va s'engager à vendre, l'acheteur va s'engager à acheter, mais à certaines conditions. Donc, l'acheteur s'engage à acheter à condition que le MPO autorise le transfert, à condition que le financement soit obtenu. On va fixer également des délais pour s'assurer que le vendeur ne soit pas pris sur une promesse, puis il y a 3 saisons de pêche qui attendent, puis la transaction ne se fait pas. Donc, s'assurer que les acheteurs ne soient pas négligents également. Puis, on va parler de garantie. Donc, est-ce que les actifs qui sont transférés avec des garanties quelconques, légales ou pas? Le navire, ça peut arriver, des pépins. J'ai un acheteur dernièrement que le navire a manqué en mer quand il est allé le chercher après l'avoir payé. Bon, on était content d'avoir un contrat puis de pouvoir se rabattre sur les clauses qui étaient élaborées dans le contrat avec notre vendeur. Au niveau de l'incorporation des pêcheurs, la seule règle que je vous dirais peut-être de faire attention, oui, l'administrateur et l'actionnaire unique doit être le pêcheur. Attention, pour être administrateur, il faut être majeur. Faut pas être en faillite, il ne faut pas être un failli non libéré non plus. Il ne faut pas être sous tutelle ou curatelle. Il ne faut pas qu'un tribunal nous ait retiré les pouvoirs de gestion ou d'administration du bien d'autrui. Donc, ça peut arriver des pépins dans nos bureaux là, sous ces conditions-là où finalement, ça ne marche pas dans la structure parce que le pêcheur ne peut pas être administrateur de la compagnie. On va s'assurer de prendre les garanties, obtenir les fonds. Particularité dans les dossiers de pêche, on doit, en tant que juriste, négocier avec les partenaires financiers parce que c'est pas logique comment ça se passe. Dans une transaction immobilière, on obtient l'argent, on fait signer les parties, on paye le prix de vente. Dans une transaction de pêche, on obtient l'argent, on rembourse les créanciers du vendeur, on signe les contrats, puis là, on attend. On peut attendre des semaines et parfois quelques mois. On attend que Transport Canada nous a délivré notre immatriculation et a procédé à l'enregistrement de l'hypothèque immobilière. Et on attend que les MPO nous octroient notre permis. C'est un peu comme le chat et la souris, l'œuf, la poule, tout le monde court après tout le monde parce que chaque étape est importante pour la réalisation de la prochaine. Donc, le vendeur est appelé à de la patience parce qu'il a signé ses contrats, parce que l'argent est dans le compte du notaire et qu'il n'a pas accès à son argent, parce qu'on attend que la transaction soit complétée.
Maintenant, protection des actifs, protection du patrimoine. Il y a 2 choses qu'on m'a appris à l'école qui étaient sûres. Vous allez payer de l'impôt, vous allez mourir. Ça a l'air que ça, c'est sûr. Je l'ai appris à l'école, en tout cas. Donc, protection du patrimoine, assurez-vous que les vendeurs, dans le cas des transferts d'entreprises de pêche, soient bien protégés au niveau de leur placement, leurs assurances. Assurez-vous également qu'ils ont fait leur testament, qu'ils ont bien légué leurs actifs. Et assurez-vous qu'on a prévu qui paiera l'impôt au décès sur le transfert des biens. Maintenant, si votre client, c'est un pêcheur qui détient un permis, le liquidateur aura 5 ans pour faire le transfert du permis pour demander au MPO un permis de remplacement. Donc, dans les testaments, encore une fois, ça va être important de prévoir le legs du permis à quelqu'un. Si ce quelqu'un-là ne se qualifie pas comme un pêcheur, bien, cet héritier-là, va recevoir la valeur lors du transfert du permis suite au règlement de la succession. Mais ça doit se faire dans un délai de 5 ans. Puis c'est le liquidateur qui va faire les démarches. D'où l'importance de faire son testament, de nommer notre liquidateur, nommer nos héritiers. Si le permis est détenu dans une société à propriété exclusive, on dit souvent à nos entrepreneurs, la compagnie, elle ne meurt pas, elle. C'est vrai, la compagnie ne meurt pas, mais si l'actionnaire, qui était le pêcheur, décède, il y a encore la règle du 5 ans. La demande au MPO va devoir être adressée par le dirigeant de la société. Le dirigeant de la société, il est mort, là, on s'entend, là. Mais on va avoir nommé un membre de la famille ou on va avoir prévu là, les règles spécifiques dans la société ou dans le testament. Et le MPO, dans un cas comme ça, va pouvoir autoriser qu'un exploitant substitut puisse continuer à exercer la pêche via le permis qui est détenu par la société à propriété exclusive ou va autoriser une réassignation à un nouvel individu, un nouveau détenteur. La question du 5 ans, elle est vraie. Si la société à propriété exclusive veut conserver la détention du permis au-delà du 5 ans, il y a une obligation. Il faut qu'un nouvel actionnaire votant et un nouvel administrateur entrent en jeu, un pêcheur dûment qualifié. Donc, c'est dans le cas où la succession trouve un nouveau pêcheur qui reprend l'actionnariat, le passé de l'entreprise avec tous les enjeux qui viennent avec. Mais ça peut arriver dans certaines conditions là, si le permis est difficilement transférable ou si fiscalement parlant, c'est possible. Donc, chers pêcheurs, protégez votre patrimoine et votre famille. Je vais maintenant céder la parole à Sarah Michel. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Michel Couillard. Je suis normalement gestionnaire régionale pour la délivrance des permis, donc à Pêche-Océan. Je suis basée à Gaspé, au bureau de Gaspé, mais j'appartiens à la grande équipe là, de la délivrance des permis de la gestion des pêches de Québec. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les principes et le processus là, de délivrance des permis de la pêche commerciale. Je me rends compte qu'il y a plusieurs éléments qui ont déjà été effleurés là, par mes 2 collègues, Vincent et Marie-Christine, juste auparavant. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir un petit peu plus. Donc voilà, peut-être avant de commencer, je trouve ça super intéressant comme plateforme. Vous allez peut-être constater qu'il y a certains éléments, certains paradoxes entre nos façons de voir le volet permis de pêche. Donc, ça pourrait être ça met la table à des belles futures discussions. Donc voilà, alors pour ce qui est de ma présentation aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'abord du service de délivrance des permis, qui on est et qu'est-ce qu'on fait exactement. Le ministère étant un ministère très cadré, très normé,
Naturellement, on a beaucoup de lois, règlements, politiques et directives. Je vais vous parler aussi du fameux groupe noyau indépendant là, qui a déjà été effleuré un peu plus tôt. Les types de permis de pêche commerciale, les critères d'admissibilité pour devenir titulaire d'un permis de pêche commerciale, ensuite les processus de réassignation. Qu'est-ce qui se passe quand on réassigne à une entreprise? Aussi, les processus pour réassigner à une entreprise. Les enjeux auxquels on fait face, nous, au ministère, et probablement qui ne sont pas inconnus non plus là, de votre côté, ça doit être somme toute pas mal similaire. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait en cas de succession? Donc, même si on l'a effleuré un petit peu, là, je vais peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Puis voilà. Donc, sans plus tarder. Le service de délivrance des permis, donc nous, notre équipe de gestion des pêches, normalement, le bureau est à Québec, mais les pêches, c'est dans les secteurs maritimes. Alors, naturellement, notre équipe est vraiment décentralisée sur l'ensemble du territoire. Donc, on a des gens qui travaillent à Québec et on a des gens qui sont directement dans les bureaux de chacun des secteurs. Donc, de la Gaspésie, donc le bureau est à Gaspé là, pour la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. On a des bureaux aux îles de la Madeleine et aussi également sur la Côte-Nord. Donc, ça fait en sorte que tous les services là, directement, les services de proximité, si on veut, avec la clientèle des pêches, est accessible par les bureaux de secteur. Donc, on va avoir des gens dans les bureaux de secteur qui s'occupent, entre autres, de tout ce qui est statistique de débarquement. Dans notre division à nous, là, on parle d'une vingtaine de personnes. Donc, on a des gens qui s'occupent des statistiques de débarquement, les journaux de bord, tout ce qui, toutes les données statistiques finalement, des ventes, des captures, les acheteurs dans l'industrie de la transformation. Les quantités exactes qui sont débarquées à quai. Alors, tout ça, c'est vraiment au niveau de nos collègues des statistiques. On a des gens qui travaillent au niveau des politiques, qu'est-ce qui a le droit d'être fait, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et on a finalement aussi nos gens là, à la délivrance des permis. Et c'est véritablement des contacts directement avec la clientèle. Donc, le pêcheur au quotidien, dans les gestions d'exploitation de son permis de pêche, on est en contact avec lui. Donc, pas uniquement dans la réassignation des permis, mais on est responsable, par exemple, de s'assurer qu'il a accès à son bateau, qu'il prête son bateau à quelqu'un d'autre, s'il est malade, qu'est-ce qui se passe, c'est nous qui s'en occupons. Toute la rédaction aussi des fameuses conditions de permis. Donc, pour partir à la pêche, les pêcheurs doivent avoir en main 2 documents officiellement avec lui, qui doit être en mesure de présenter en tout temps à un agent des pêches qui le vérifierait, là. Donc, on parle du permis et des conditions de permis. Donc, les conditions de permis, c'est véritablement un document légal qui comprend toutes les mesures de gestion de la pêche, toutes les conditions sous lesquelles le permis a le droit d'être exploité. Donc, on parle de la taille des mailles du filet à la zone à laquelle il a le droit d'aller. Donc, et qu'est-ce qui se passe qui contrevient un peu à ces conditions de permis. Donc, nous, on rédige et on produit là, les conditions de permis des pêcheurs également. Donc, c'est quand même une équipe qui est très, très, très occupée, très chargée. Alors, nous, les saisons de pêche se déroulent à une vitesse quand même incroyable. Donc, c'est ce qui se passe chez nous. Ensuite, le ministère, comme je le disais tantôt, est vraiment une organisation très normée, très cadrée, qui a pour finalement objectif, l'un de ses objectifs premiers, ça demeure la conservation et la gestion et la protection des océans et des ressources marines. Donc, c'est certain que dans tout ce qui touche le volet de la pêche, on est très encadré. Je vous dirais que les éléments avec lesquels on travaille le plus au quotidien sont nommés ici. Donc, il y a la loi sur les pêches de 1985 et ses nombreux règlements attachés. Donc, le règlement sur les pêches de l'Atlantique, le règlement sur la pêche côtière. Donc, c'est le nouveau règlement qui est entré officiellement en vigueur en avril 2021. Le règlement sur les pêches de disposition générale, qui est un autre volet. Le règlement sur les pêches communautaires des Autochtones et notre outil à nous, principalement, là, qui gère beaucoup tout ce qui est réassignation des permis, c'est la politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada.
Donc, vous l'aurez compris, nous, on ne parle pas de vente ou d'achat de permis, on parle rarement de transfert de permis. Le terme vraiment, c'est la réassignation de permis parce que selon la définition officielle, c'est qu'on ne prend pas un permis pour le transférer à un autre individu, c'est qu'on prend le permis, on y met fin et on accepte de le réémettre à un nouveau titulaire. Donc, important de mentionner aussi qu'on ne parle jamais de propriétaire de permis, souvent de détenteur, mais principalement de titulaire. Donc, vous l'aurez probablement compris, au niveau de la loi sur les pêches et de la politique d'émission des permis de pêche, un permis n'est pas un bien, il ne peut pas être considéré comme un bien, c'est un privilège accordé par la ministre qui peut être retiré en tout temps. Donc, un peu comme le permis de conduire. Donc, voilà. Il y a des principes quand même d'importance au fil du temps qui ont consolidé la façon de gérer et de considérer les permis de pêche au Canada et surtout dans l'Est du Canada. Je vous les présente ici. Donc, ces grands principes d'importance sont la politique sur la séparation des flottilles qui date de 1979, la politique sur le propriétaire exploitant de 1989 et par la suite, en 2007, est arrivée la politique sur la préservation et l'indépendance de la flottille côtière. Donc, ces principes d'importance-là vont être à la source, à l'origine d'un des éléments, d'une des notions fondatrices et ultra importantes, incontournables au niveau de la gestion des permis de pêche. On veut que le titulaire du permis bénéficie de l'exploitation de son permis. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'intervenant extérieur, qu'il n'y a pas de tierce partie qui a une mainmise sur le permis pour en retirer les bénéfices. Et tout ça part d'une époque où il y avait de plus en plus, à l'époque, c'était beaucoup des usines de transformation qui voulaient acheter des permis. Alors, ça faisait en sorte que les conséquences étaient importantes sur les pêcheurs, mais aussi sur l'économie des communautés côtières. Donc, ce qu'on veut, c'est que les permis demeurent entre les mains des pêcheurs qui sont des propriétaires exploitants, qu'ils puissent en bénéficier eux-mêmes des revenus, que ces revenus-là, que cette transformation-là soit faite à l'intérieur des communautés maritimes et que ça permette de poursuivre la dynamisation des communautés côtières. Donc, tout ce volet-là, en fait, c'est un désir profond du ministère de protéger les intérêts des pêcheurs et des titulaires de permis. Et ça, c'est ce qui va guider la totalité des actions qui sont prises ensuite dans la gestion et dans les réassignations de permis, les créations d'entreprises. Donc, c'est vraiment la motivation première. Donc, un autre élément avec lequel on travaille beaucoup, c'est la directive administrative régionale. Donc, pour chacune des flottilles, ça s'adresse principalement au programme de quotas individuels transférables. Donc, toutes les pêches qui se font à quotas, il existe plusieurs types de pêche. Soit on fait une pêche compétitive, donc où on va aller vers une pêche à quotas. Donc, dans les programmes de pêche à quotas, il y a des règles très spécifiques qui nous permettent de savoir, par exemple, qui vont encadrer des transactions importantes, les réassignations de permis, des transferts permanents de quotas, les transferts temporaires de quotas, et qui vont aller dire aussi quels permis doivent être transférés ensemble, qui sont liés de manière irrévocable, ou si elles sont liées, mais qu'il y a une façon de les délier pour les vendre séparément, de quelle façon on peut arriver à le faire. Donc, c'est vraiment une directive qui nous donne des indications très, très importantes dans les projets d'entreprise, de manière générale, pour nos pêcheurs. Ce sont des règles qui sont basées sur des ententes avec l'industrie. Donc, ça n'a pas été décidé de manière unilatérale. Ces règlements-là, cette directive-là, elle a été basée sur une demande, entre autres, de l'industrie pour protéger leurs propres
flottille, leur propre programme de pêche. Le ministère a mis également ses conditions et ses critères. Et ensemble, ils ont convenu que le ministère serait un peu le gardien de l'application de ces règles-là, joue un peu à la police finalement. Alors nous, c'est ce qu'on applique dans les réassignations, dans les transactions de permis. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup d'éléments là, qui nous guident dans nos actions. Le groupe noyau indépendant, je vous parlais tout à l'heure d'une notion extrêmement importante dans la gestion des pêches qui est le propriétaire exploitant, l'importance que le titulaire du permis soit le bénéficiaire du fruit de son travail, finalement. Eh bien, c'est un peu en lien avec ça. Donc, en 1996, il y a eu une réforme, finalement, en même temps que la création de la politique d'émission des permis. Il y a eu une réforme de la gestion des permis. À l'époque, il y avait énormément de pêcheurs. On parle d'environ 24 000, je crois que c'est 24 000 ou 26 000 permis en tout pour le Québec. Donc, ce qu'on voulait, c'était réduire ça. Plutôt que d'avoir un pêcheur avec un permis, d'avoir plusieurs centaines et même milliers de pêcheurs uniques avec un seul permis, c'était de faire des unités, de regrouper, de permettre à un titulaire d'avoir plusieurs permis pour se constituer une réelle entreprise, un réel portefeuille et un réel gagne-pain. Donc, à l'époque, il y a vraiment eu un ménage incroyable qui a été fait. On est passé de, je disais tout à l'heure, 24 à 26 000 permis. Et on a descendu ça autour de 11 à 13 000 permis. Et là, on a favorisé vraiment la création d'entreprises de pêche, qu'on appelle des entreprises du groupe noyau. Le groupe noyau indépendant, c'est un peu comme un club select. Donc, tous ceux qui ont fait le groupe noyau, qui sont devenus membres du groupe noyau, ce sont des pêcheurs qui ont obtenu un statut particulier. Donc, ce sont des pêcheurs membres du groupe noyau indépendant. Ces pêcheurs ont le droit d'être titulaires de permis et ont le droit de transiger des permis. Ils ont le droit de les transférer à d'autres individus, mais aussi d'en acquérir. Bon, tout ça est quand même très encadré encore là. Dans le groupe noyau indépendant, on ne crée pas de nouvelles places. Il y a eu un groupe qui a été créé avec un nombre défini de permis d'individus en 1996 et c'est figé dans le temps. Donc, on ne crée pas de nouveaux membres du groupe noyau indépendant. Donc, voilà, exactement, ça visait la mise en place d'un système qui favorisait la création d'entreprises de pêche là, avec des permis multiples. Encore aujourd'hui, le groupe noyau indépendant, c'est au cœur, c'est un des fondements de la gestion des permis de pêche. Donc, pour pouvoir être titulaire de permis de pêche commercial, il faut, de manière incontournable, être membre du groupe noyau indépendant. Donc, pour ce faire, c'est-à-dire que quand on achète des permis, on doit reprendre l'entièreté d'une entreprise, d'un membre du groupe noyau indépendant. Donc, on rachète ses permis et lui se retire définitivement la pêche. Donc, voilà. Quelqu'un qui voudrait rentrer dans la pêche, ce qu'on appelle un nouvel entrant, doit passer automatiquement par ce processus-là. Il y a plusieurs types de permis. Je peux peut-être les diviser en deux grandes catégories. Donc, la première, c'est les permis qui sont assujettis au groupe noyau indépendant. Donc, ça représente à peu près 90 là, de l'ensemble des permis détenus au Québec. Ce type de permis-là, membre du groupe noyau indépendant, ce qu'on appelle communément des permis de pêche côtière, viennent avec plusieurs obligations. Entre autres, doivent appartenir à un seul individu, donc le titulaire, en son nom personnel, donc, ou s'il le souhaite pour des raisons fiscales, enregistrer son permis dans une compagnie. Alors, ce sera une compagnie, ce qu'on appelle une société de pêche en propriété exclusive. Donc, une société dans laquelle il sera l'unique actionnaire, l'unique administrateur, avec 100 des droits de vote. Donc, c'est le reflet, finalement, sa société en propriété exclusive et le reflet de ce qu'on exige de lui dans sa titularité de permis, d'être le seul individu titulaire du permis.
Il a l'obligation d'être à bord en tout temps pour exploiter la pêche. Si jamais il devait être malade pour des raisons de santé, ne peut pas être à bord, il doit demander une autorisation pour se faire remplacer. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite de ça, bien, il y a les permis qui ne sont pas assujettis au groupe noyau indépendant. Au Québec, on en a, on parle, il y a quand même des permis de pêche côtière ou semi-hauturière, qu'on pourrait dire, qui ne sont pas assujettis au groupe noyau indépendant. Ce sont des exceptions de longue date, qu'on appelle communément des permis de compagnie de plus de 65 pieds. Ça n'a pas de lien, il n'y a pas de lien. C'est pas nécessairement les titulaires de ces permis-là peuvent utiliser des bateaux de moins de 65 pieds. C'est simplement la vieille appellation qui s'est perdurée dans le temps. On aurait pu leur donner un autre nom, mais c'est un type de compagnie. Eux ne sont pas assujettis au groupe noyau indépendant, ce qui veut dire que ces permis-là, qui sont au nombre de 23 au Québec en ce moment, principalement dans le crabe des neiges et la crevette, peuvent être détenus par plusieurs individus, peuvent être détenus par des compagnies, par plusieurs actionnaires. Ça ne pose aucun problème. Une des seules exigences qui est demandée, c'est que 51% des actions soient détenues par des intérêts canadiens. Donc, c'est l'élément principal. Ces permis-là ont encore plus de valeur sur le marché, là, naturellement. Ce sont des permis pour lesquels on n'a pas d'obligation d'être à bord en tout temps. Il n'y a pas donc de nécessité de demander un exploitant substitut en cas de maladie du capitaine, par exemple. Donc, quelqu'un peut être titulaire du permis, faire exploiter le permis par un capitaine employé, entre guillemets, et utiliser les bénéfices à sa guise, il n'y a pas de problème. Donc, on a parmi ces permis-là un peu, je parlais des permis là, de compagnie de plus de 65 pieds, mais on a également des permis de compagnie pré-79. Ce sont des permis, étonnamment, qui appartiennent à des usines de transformation, à des entreprises de transformation. Aujourd'hui, c'est interdit. Une entreprise de transformation n'est pas autorisée à être titulaire de permis. Donc, ce sont des clauses grand-père, des éléments un peu qui datent. Là. Donc, voilà. Et puis, naturellement, il y a des permis, ce qu'on appelle des permis semi-hauturiers, là, officiellement, les permis hauturiers qui, généralement, vont pêcher plus au nord. Donc, des compagnies qui utilisent des bateaux de plus de 100 pieds. Donc, ceux-là ont vraiment des règles spécifiques qui leur appartiennent. Tous ces permis-là sont gérés par l'administration centrale, c'est-à-dire Ottawa. Les permis côtiers sont vraiment gérés directement par nous ici au Québec. Voilà. Les critères d'admissibilité pour devenir titulaire de permis de pêche commerciale. Donc, la première condition, c'est d'être âgé de 16 ans ou plus. Il faut obtenir son statut de pêcheur à temps plein, ce qui n'est pas le cas pour les membres des Premières Nations qui possèdent là, une carte avec le statut d'Indien reconnu. Mais pour tous les autres individus, il faut être reconnu comme pêcheur à temps plein. Donc, il y a deux façons d'être reconnu comme pêcheur à temps plein. Soit d'avoir poursuivi, d'avoir fait un cursus académique en pêche professionnelle, donc à l'école des pêches ou toute autre institution scolaire, ou, si ce n'est pas le cas, de démontrer une expérience en mer qualifiante. Donc, il y a certains critères à respecter. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais on parle de plusieurs semaines de pêche, dans plusieurs saisons d'affilée. Donc, il y a vraiment un besoin de démontrer qu'on a certaines compétences minimales pour entrer dans la pêche. Donc, ça, c'est le premier élément. Une fois que le pêcheur, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui peut être qualifié, qui est admissible à devenir pêcheur, titulaire de permis. Ensuite, pour faire l'acquisition, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, il faut acquérir l'entreprise de pêche d'une personne qui se retire de la pêche. Donc, il va quitter le groupe noyau indépendant. Donc, la personne se retire, elle vend l'entièreté de ses permis et le nouvel entrant va acquérir l'entièreté des permis, va rentrer, va obtenir par la même occasion le statut de membre du groupe noyau indépendant. Et il doit maintenir dans son portefeuille de permis au moins un permis clé. Donc, je vous les ai mis à l'écran, là, les permis clés. On parle du crabe des neiges, la crevette, le hareng, le homard, le pétoncle, le poisson de fond et le capelin, mais uniquement pour les gens qui sont sur la Basse-Côte-Nord. Ce sont les éléments principaux pour pouvoir
devenir titulaire de permis pêche. On en est maintenant rendu à l'acquisition du fameux permis quand on a finalement répondu à tous ces critères. C'est un processus relativement simple, je dirais. C'est administratif naturellement, mais c'est relativement simple. Donc, il faut s'ouvrir un compte dans le système national d'émission des permis en ligne. Le système national d'émission des permis en ligne, je dirais que c'est comparable à une plateforme d'institutions financières en ligne. Donc, on s'ouvre un compte, on va pouvoir poser des questions, on peut payer des factures, on fait des requêtes pour l'exploitation de notre entreprise de pêche, par exemple, rattacher un permis, obtenir des documents, louer un bateau, ce genre de choses-là. Donc, on s'ouvre un compte dans ce système-là. Par la suite, on va demander, le pêcheur va devoir faire une demande, et là, on parle des deux parties. Donc, le vendeur et le titulaire qui va se départir de son permis et le nouvel acquéreur doivent tous les deux aller dans leur compte, présenter une demande. Ils vont tous les deux recevoir des documents à compléter qui ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes formulaires pour les deux individus. Et par la suite, une fois que nous, on a reçu la documentation, on va se dire tout de suite, le plus d'informations qu'on est capable d'avoir dès le départ, le mieux c'est. Donc, s'il y a des contrats de vente, des promesses d'achat, s'il y a déjà eu une documentation, généralement, on ne s'attend pas à avoir une documentation très, très, très poussée parce que normalement, la transaction ne doit pas être super avancée du côté des pêcheurs. Normalement. Mais on ne se cachera pas que ce n'est pas toujours le cas. Mais on va demander l'information la plus à jour possible. Si jamais c'est une transaction simple qui a peu de valeur financière, ça peut aller très, très vite. Quand on parle naturellement de permis à haute valeur financière, si on parle d'un permis de homard qui se vend 5, 6, 8, 12 millions, on va quand même regarder beaucoup plus en détail, naturellement. Donc, si tel est le cas, ça va être analysé par notre équipe de travail là, sur la délivrance des permis. Par la suite, il y a un comité à l'interne qui va recommander ou non que la transaction ait lieu, mais généralement, ça se passe bien. Ensuite de ça, c'est approuvé par notre directeur dans chacun des secteurs. Donc, si c'est une transaction qui se passe entre des pêcheurs de la Gaspésie, bien, le directeur de la Gaspésie va donner son approbation finale. Par la suite, on va revenir vers les deux individus pour leur faire signer les documents finaux et officiellement, le transfert pourra être fait dans nos systèmes. Je vous reviendrai par la suite pour les délais. Ben, je vais vous le dire tout de suite. Les délais de traitement pour une réassignation de permis sont de 30 jours ouvrables. Ce que les pêcheurs ont tendance à oublier, c'est que 30 jours ouvrables, c'est 6 semaines. Et quand on dit 30 jours ouvrables, c'est à partir du moment où on a en main toute la documentation requise. Donc, si jamais on reçoit une demande et qu'on doit revenir et demander des précisions, ben, le compteur se remet à zéro à partir du moment où on a reçu les nouvelles informations nécessaires. Donc, on parle de ces 30 jours. Dans le cas d'une réassignation à une entreprise, c'est le même processus. Donc, on fait une demande dans le système en ligne, on reçoit des documents. On fournit la documentation, on reçoit des formulaires, on fournit la documentation, puis ensuite, ce sera évalué par le comité, recommandation, puis approbation finale par le directeur, la direction du secteur. Il y a des éléments spécifiques là, qui s'adressent aux entreprises. D'abord, la propriété exclusive de l'entreprise est super importante. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il faut que ce soit un seul individu. Quand on parle des permis, là, naturellement, qui sont assujettis au groupe noyau indépendant. Dans le cadre d'une entreprise, même si on peut acquérir un permis à partir de l'âge de 16 ans, pour ce qui est de l'incorporer dans une entreprise, il faut être âgé de 18 ans. Parce que quand on crée une entreprise et que le propriétaire d'entreprise est mineur, il y a une obligation d'avoir une autre personne majeure comme administrateur. Et ça va à l'encontre des principes donc d'exclusivité, de propriété exclusive de l'entreprise. Donc, ce n'est pas possible. Alors, voilà. Ensuite,
il y a un élément qui ne peut pas être incorporé, c'est le permis de poisson pour appât. On le voit souvent passer, là, il y a beaucoup de gens qui incluent leur permis de poisson pour appât, mais ça ne peut pas être entré dans une entreprise, ça ne peut pas non plus apparaître dans des ententes de financement ou parce que le permis de poisson pour appât n'a, pour ainsi dire, pas de valeur, il est donné par le ministère. Donc, on peut le retirer en tout temps. Le permis de poisson pour appât est accordé uniquement si on a un autre permis qui nécessite l'appât. Et si on se départit d'un permis qui nécessite l'appât et qu'on n'en a plus, ben, on peut retirer en tout temps, nous, le permis pour appât. Donc, voilà. Pour les permis qui ne sont pas assujettis au groupe noyau indépendant, ben, à ce moment-là, toute transaction va suivre le même processus, mais il n'y aura pas d'approbation par un directeur de secteur. Ce sera approuvé par notre administration centrale à Ottawa. Et puis, il n'y a pas d'obligation que ça se fasse en réassignation de permis. Pour les permis les permis qui ne sont pas assujettis au groupe noyau indépendant, les permis de compagnie de plus de 65 pieds, on peut faire une réassignation. Ils ne perdront pas de privilèges. Ça ne les affecte pas tellement. On peut les réassigner sans problème. Souvent, ce qui est moins compliqué pour les titulaires, c'est de faire tout simplement de changer les actionnaires. Alors, à ce moment-là, pour nous, tout ce que ça exige, c'est que le ministère se doit d'être avisé dans les 14 jours suivant le changement d'actionnaire. Donc, on doit être avisé par lettre de ce changement-là. Généralement, la lettre doit venir du représentant, donc du conseiller là, juridique là, qui accompagne le pêcheur. Donc, cette lettre-là doit mentionner que le changement d'actionnaire a eu lieu et que 51% des intérêts de l'entreprise sont détenus par des intérêts canadiens. Pour ce qui est des compagnies pré-79, c'est différent. À partir du moment où il y a une réassignation du permis, ces permis-là perdent leurs avantages, donc perdent leurs privilèges. Alors, c'est important, s'il devait y avoir là, des réassignations, des demandes de réassignation de permis pour des permis pré-79, il y en a 4 au Québec. Ils opteraient très probablement plutôt pour un changement d'actionnaire, plutôt qu'une réassignation, parce qu'à ce moment-là, ils perdraient l'ensemble de leurs privilèges, soit d'être détenus par une entreprise de transformation, de ne pas avoir l'obligation d'être à bord, d'avoir plusieurs actionnaires qui peuvent être propriétaires de l'entreprise. Les enjeux auxquels nous faisons face et auxquels probablement vous-même faites face, ce sont d'abord des enjeux de délai. On a énormément de demandes qui se font à quelques jours, parfois 2 semaines avant l'ouverture de la pêche. Comme je le mentionnais, les délais sont de 30 jours, 6 semaines. Donc, ça fait en sorte que des gens qui vont nous demander, par exemple, de transférer un permis de homard, qui est à haute valeur financière, à 2 semaines de l'ouverture, alors qu'on s'occupe aussi, comme je le mentionnais tantôt, de produire et de rédiger tous les documents nécessaires à partir en mer, les conditions de permis, nous, on n'est pas là du tout. Dans l'équipe, c'est le pire timing possible. Donc, c'est extrêmement difficile pour nous de respecter la demande du pêcheur, parce que la demande du pêcheur, c'est toujours, il aurait fallu que ça soit fait avant même qu'on ait reçu leur demande, en toute franchise. Donc, c'est certain qu'à 2 semaines de l'ouverture de leur pêche respective, c'est, pour ainsi dire, impossible. On a fait des miracles par le passé, mais c'est quasiment au prix de notre santé mentale. Donc, ça sera beaucoup plus restreint. D'ailleurs, on sera beaucoup plus strict là, à partir de la prochaine saison de pêche sur le respect des délais. Et il n'y aura aucun effort particulier. On ne fera plus de miracle pour les gens qui prennent à la dernière minute. Donc, ça, c'est très important. On a des demandes en plein milieu d'une saison de pêche aussi. Ça, ce sont des enjeux. On a toujours des demandes qui sont faites et alors que les pêcheurs se sont entendus entre eux, il y en a ils nous font la demande pour réassigner le permis, un peu comme on fait une demande pour transférer un véhicule au bureau de la Société d'assurance automobile, comme si ça se faisait dans le même jour. Donc, c'est des gens qui ont pris des ententes, qui ont parfois fait affaire avec un notaire, qui ont déjà pris des prêts dans une institution financière, et ils nous arrivent et ils nous font leur
ils nous présentent leur projet de transaction et pour nous, ça passe pas. Même au-delà des délais, des fois, il y a des choses qui sont absolument impossibles parce qu'il y a des permis qui sont liés, qui ne peuvent pas être séparés. Il y a toutes sortes d'éléments dont je vous parlais tout à l'heure dans nos directives, dans la politique d'émission des permis, qui nous empêchent de procéder à certaines transactions telles qu'elles sont voulues par le pêcheur à ce moment-là. Donc, c'est un enjeu. Je tiens quand même à mentionner que on ne refuse pas nécessairement les demandes. Quand on reçoit des demandes et qu'elles sont jugées non conformes, ce ne sera pas un refus direct. Puis meilleure chance la prochaine fois. C'est vraiment, on va prendre le temps de communiquer avec les gens, leur dire que malheureusement, pour telle raison, ce n'est pas possible. Si c'est vraiment par rapport à nos politiques directives, la transaction en tant que telle n'est pas possible parce que ça contrevient à plusieurs points, à plusieurs clauses, on va être très clair. On va les aider à voir de quelle manière ils peuvent réaliser leur projet de d'autres façons, via d'autres types de transactions. Par contre, si la transaction ne peut pas avoir lieu parce que, par exemple, dans les ententes financières, qui sont proposées, la documentation qui est présentée, il y a des points qui ne sont pas conformes, à ce moment-là, on va revenir vers les gens pour leur dire voici les clauses qui ne conviennent pas. J'en profite aussi pour mentionner que la plupart d'entre vous êtes habitués à travailler avec des balises très claires sur la loi sur l'impôt, sur le volet très juridique. Vous avez des canevas de contrats, d'ententes déjà faits. Il est fort probable que tout ça aille complètement à l'encontre de la réglementation. Pour vous, ce sont probablement des balises de base, le contrat standard. Il y a très probablement des clauses là-dedans qui vont complètement à l'encontre de la réglementation côtière. Il ne faut pas oublier que notre principe fondateur, c'est le respect des droits du titulaire du permis et s'assurer qu'il est toujours, en tout temps, le principal bénéficiaire de l'exploitation de ces permis. Donc, si dans vos clauses standards, il y a quelque chose qui dit que le pêcheur aura l'obligation de vendre ses permis s'il n'a pas fait tel truc, ça ne marchera pas. La réglementation côtière ne va pas vers ça. Pour ce qui est des cas de succession, donc les permis ne sont pas considérés comme des biens et ne peuvent pas être légués dans un testament. Donc, tout ce qu'on peut indiquer dans un testament, c'est la personne qui est prévue, qui est favorisée pour recevoir si elle est admissible. Donc, si elle est admissible, cette personne serait ciblée pour recevoir réassigner le permis. Ensuite de ça, qui gère les permis? C'est le liquidateur. C'est la seule personne qui a accès à la gestion des permis. On le mentionnait tout à l'heure, donc la succession, que ce soit pour une société ou pour un individu, a 5 ans pour réassigner les permis. Donc, la liquidation, la succession peut faire exploiter les permis pendant 5 ans, générer des revenus, les conserver, mais après 5 ans, il y a une obligation de les réassigner à un titulaire admissible, à un nouvel entrant admissible au pire. Donc, voilà. Et puis, l'obligation de la succession, c'est entre autres de payer les permis, même si elle ne les exploite pas. Elle a l'obligation de payer les frais de permis à chaque année. Tout permis non payé au 31 décembre est éliminé. Donc, voilà, je constate que j'ai beaucoup dépassé. J'espère que je n'ai pas exagéré, mais voilà. Merci beaucoup. Donc, rapidement, un petit mot pour la fin. On tient vraiment à vous remercier pour votre présence. Là. Comme première activité régionale de la PFF, là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on est vraiment contents. Puis on vous invite d'ailleurs à participer à nos événements futurs. On planifie déjà là, une autre activité au mois de juin l'année prochaine. Là. Donc, on aimerait vraiment vous avoir avec nous. Puis, on vous remercie encore une fois. Puis, Manuvie encore, qui est notre partenaire commanditaire. Merci.